Bonjour et bienvenue dans l'audio de la FEDEVACO, notre podcast sur la coopération internationale. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la première saison consacré à l'histoire de la coopération et aux enjeux actuels et futurs. Je suis Léa Berisville, responsable des partenariats et du partage des savoirs, et je suis à nouveau accompagnée de mes 2 collègues que vous avez déjà entendus plusieurs fois maintenant. Bonjour, je suis Lucie Engdahl, responsable communication. Et je suis Kira Kounet, assistante en communication. Alors, quel est le programme du jour ? Donc, dans les précédents épisodes, nous avons décortiqué l'histoire de la coopération internationale et expliqué le fonctionnement et le rôle de la FEDEVACO et des acteurs principaux de la coopération en Suisse et dans le canton de Vaud. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses et un peu plus techniques aussi, les projets. C'est aujourd'hui à travers eux que la coopération internationale intervient le plus fréquemment, réalise ses objectifs, noue des partenariats et répond aux besoins des personnes précarisées. On va essayer de décrire les différentes phases des projets et les critères à respecter pour un bon projet efficace et durable. Et on va commencer tout de suite avec Michael Lamzing, qui fait partie de la commission technique de la FEDEVACO, qu'on appellera CT. Cette CT, elle est composée de 14 professionnels de milieux différents. Ça peut être la santé, l'agronomie, le droit, la finance ou d'autres, qui vont se rassembler bénévolement pour discuter des projets présentés par les ONG membres. Enfin, c'est même plus que discuter, parce qu'ils vont les analyser, les questionner et les valider pour s'assurer que les projets qui seront financés répondront à 5 critères principaux: pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité. Je m'appelle Michael Lamzing, je suis l'expert WASH, donc eau, assainissement, hygiène au niveau de la CT depuis 2019. Donc on est un groupe de personnes qui ont différents types d'expertise, thématiques ou géographiques. Tout le monde lit le projet, puis il y a une personne en particulier qui va un peu plus loin, pose des questions complémentaires à l'organisation, demande des clarifications. Il y a une présentation du projet pendant la séance, et puis ensuite un débat sur des points de questionnement un peu fondamentaux. Et je vous propose qu'on écoute juste quelques extraits d'une séance de CT. D'accord, le budget n'est pas très cher, mais il s'agit de peu d'entreprises. Ce qu'ils mentionnent dans l'autonomisation de la pérennité, c'est extrêmement vague. Alors, je rejoins ce que vous dites, de leur demander de l'inclure dans un projet peut-être plus large et plus construit. Ça pourrait être sur 3 ans, où ils insèrent en fait cette partie-là, pas juste en one-shot. Si leur partenaire local, c'est le ministère de la Santé, le partenaire technique, c'est le ministère de l'Éducation pour faire les modules de formation. Plus insister sur le comment, Voilà. Sous l'approche, et puis le pourquoi sur la justification. La CT a des critères variés. Il y a des critères généraux liés à la conception d'un projet. On a certains outils dans la coopération au développement, comme le cadre logique. Donc, on regarde si le cadre logique tient la route, si les indicateurs de progrès font sens. Et après, on a des critères thématiques aussi selon un projet. Si c'est un projet d'accès à l'eau potable, on a des critères spéciaux, des critères pour les projets agricoles. Au-delà de ça, il y a des choses sont vraiment importantes, et c'est la durabilité. C'est est-ce que le projet il est bien intégré avec les politiques gouvernementales. Et lié à cela, il y a aussi la collaboration multi-acteurs. Est-ce qu'on prend en considération d'autres acteurs qui interviennent dans le même domaine, sur la même thématique, dans la même zone, qu'il y a des synergies et des collaborations. Et puis sur cette base du débat, il y a au final une recommandation qui est émise par le rapporteur d'accepter ou pas le projet, avec parfois soit des conditions qui sont demandées à l'organisation, soit des recommandations, c'est-à-dire des façons de progresser sur tel ou tel aspect. Et puis sur cette base-là, il y a un vote formel qui se fait et une décision qui est prise. Alors ça arrive que certains projets soient refusés ou pour lesquels on demande une reformulation de quelque chose quand il y a des choses au niveau qualitatif qui fonctionnent vraiment pas. Si vous voulez aller plus loin, il y a un manuel qui a été co-rédigé par les 7 fédérations cantonales dont on a parlé dans le précédent épisode qui pourra vous en dire plus. Comme ça, pour l'instant, on va rester tranquille entre nous à survoler un peu tout ça. Alors commençons par la base. Qu'est-ce qu'on entend par projet ?
Alors, selon ce manuel-là, un projet, c'est un ensemble d'activités qui visent à atteindre, dans des délais fixés et avec un budget donné, des objectifs qui sont clairement définis. En général, à la FEDEVACO, un projet proposé par nos organisations membres s'étend sur une période de 2 à 4 ans. Il peut être renouvelé pour une nouvelle phase, du moment qu'on évalue d'abord les résultats atteints sur ces années et qu'on en tienne compte pour définir ce qui doit encore être fait. Mais qu'est-ce qui fait un bon projet ? Un bon projet, c'est un projet qui vient appuyer une communauté ou une institution locale pour gérer ses propres actions de façon autonome et de garantir une continuité. Cette définition, elle est intéressante parce qu'on retrouve 2 axes principaux de la coopération au développement, l'ancrage et la durabilité. Pour la durabilité, entendue dans le sens de la pérennité d'un projet, il faut la considérer selon plusieurs angles, économique d'une part, mais aussi socioculturel, environnemental, institutionnel et relationnel. On n'est donc pas du tout dans des activités d'envoi de matériel ou de parrainage d'enfants. Ce genre d'activités, elles vont favoriser une forme de dépendance entre les parties et c'est justement ce que la coopération au développement tente d'éviter. Et pour la localisation, l'ancrage local donc, c'est bien sûr construire un projet qui corresponde aux besoins des personnes sur place, selon leur stratégie et en fonction du contexte dans lequel il prend place. Ça signifie que les priorités et les calendriers locaux en matière de développement, de lutte contre la pauvreté, etc. sont à la base de toute action. Les projets s'appuient toujours sur des initiatives locales. Ils n'imposent pas d'objectifs et sont imaginés, menés et évalués en collaboration avec les entités locales. Et cela nous amène au partenariat, qui est un 3e axe essentiel de la coopération en développement. Un partenariat, c'est une relation de collaboration d'égal à égal entre différents acteurs qui ont une motivation commune et qui vont réaliser ensemble les activités pour atteindre ce but commun en jouant de leurs compétences complémentaires. Les acteurs sont autant du Sud global que du Nord global. Ils peuvent par exemple être des associations, des organismes publics ou des services d'État. Oui, les partenariats sont vraiment à la base de la coopération internationale. Ils forment même un objectif à part entière des objectifs du développement durable, le numéro 17. Le renforcement des partenariats est au cœur de la mission de la FEDEVACO et aussi au cœur de l'analyse de la commission technique. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres manières de faire de la coopération ou est-ce que c'est la seule façon de procéder ? Il existe bien sûr d'autres modes de coopération, par exemple des soutiens institutionnels ou bilatéraux ou par des mandats. Mais pour l'instant, au sein de la FEDEVACO, le soutien de projet, c'est la manière la plus réaliste pour pouvoir trouver des fonds pour des actions concrètes et pour les évaluer. Revenons-en au projet. Quelles sont les différentes étapes ? Alors, pour être la plus brève possible, un cycle de projet comprend 4 phases. L'identification, la formulation, la réalisation et l'évaluation. Utiliser ce cycle va permettre ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire une certaine rigueur méthodologique. Pour illustrer ces étapes, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets ? Oui, bien sûr, et même mieux, c'est une personne directement impliquée dans une de nos organisations membres qui va nous les donner. Laurence Giraud, qui travaille pour Chrysalide, va nous présenter un projet mené en Côte d'Ivoire dans le milieu carcéral. Et dans un moment, c'est Michael Amzing, qu'on a entendu tout à l'heure et qui a suivi le processus d'évaluation de ce projet-là, qui nous parlera de cette dernière phase. Donc c'est un projet qui a été mis en place en Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 6 ans. Et c'est un projet holistique, si on veut, de prise en charge et de réhabilitation des mineurs en conflit avec la loi. Il s'agit en fait d'un centre de formation en agriculture, pisciculture, élevage et agroécologie. Et le centre, il accueille environ une trentaine de jeunes par année. C'est un projet global qui inclut notamment une prise en charge médicale et en lien avec les addictions, un suivi psychologique, on fait aussi de l'alphabétisation, il y a des cours d'éducation civique, de sensibilisation aux droits de l'enfant, il y a des loisirs, des liens avec la communauté, on travaille aussi à la réinsertion familiale. L'idée, elle est survenue après un premier projet qu'on avait fait avec ce partenaire local, qui est donc la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un projet très positif, mais qui manquait toute une approche post-détention. Et que si on voulait vraiment permettre une réelle réinsertion, il fallait qu'on imagine un projet un peu plus vaste. Et le docteur Henri Niamien, donc, qui est le directeur de la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire et le coordinateur du projet,
Ce qu'il a fait en premier, c'est aller voir le ministère de la Justice. Et eux, donc, ils ont tout de suite validé, justement, en nous encourageant fortement à aller dans cette direction. Sur place, ils sont aussi allés visiter les 3 centres existants, voir comment un nouveau centre pourrait aussi s'inspirer des bonnes pratiques existantes. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la phase d'identification? En premier lieu, on va faire une analyse des acteurs locaux qui va définir les acteurs impliqués ou les parties prenantes, comme par exemple les acteurs de la société civile, de l'État, les différentes institutions, les communautés. Et en fait, ça va nous permettre de voir et de comprendre aussi qui fait quoi et d'imaginer aussi des complémentarités ou des synergies. Cette analyse, elle va aussi comprendre le contexte local. Ici, c'est le contexte du village de Tabotien. En fait, il était capital de savoir si ce projet, déjà, il allait obtenir l'adhésion du village. Sans cela, c'est vrai qu'on pouvait être confronté par la suite à des gros blocages. Donc, on a pu présenter le projet souhaité, connaître leur avis, voir s'il y avait des craintes ou des réticences aussi de leur côté. Et en fait, cet échange, ça a vraiment permis de poser les bonnes bases du projet. On a aussi pu voir combien justement cette communauté elle était favorable au projet. Et à partir de là, il va y avoir un vrai travail de priorisation. Parce qu'une erreur fréquente, c'est de vouloir s'attaquer à tous les problèmes en même temps. Or, c'est impossible. Du coup, pour les étapes de la formulation d'un projet, on va commencer par la définition des objectifs. Et pour bien définir les objectifs, on se base le plus souvent sur ce qu'on appelle l'arbre à problème. C'est en fait un outil qui va mettre en lumière le problème dont on cherche à résoudre, y lier les causes directes, les causes sous-jacentes. On va aussi avoir le cadre logique, qui est là vraiment l'outil central dans la gestion de projet. Il va permettre de définir et de lier déjà les objectifs à atteindre, les résultats attendus par le projet, les activités à mener pour arriver aux résultats attendus, et ensuite les indicateurs d'impact qui vont fixer en fait les objectifs de manière un peu plus concrète. À Chrysalide, on a bien pris conscience de l'importance d'une formulation précise lorsqu'on a présenté le projet Onésime à la FEDEVACO. Pour nous, c'était très clair en fait qu'il s'agissait d'un projet dont l'objectif central était la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, mais il y avait un volet AGR, donc ce qu'on appelle activité génératrice de revenus, puisqu'on voulait en effet que le projet inclue la vente des productions du centre. Il y avait cette volonté en fait que l'AGR participe à l'autonomie du centre. Et on pensait que ce serait un plus dans le dossier. Le problème, c'est que le projet, il a été ensuite essentiellement analysé sous cet angle AGR. La CT, donc la commission technique, a initialement refusé le projet. Mais c'est un exemple qui montre bien en fait combien il faut prendre au sérieux cette formulation de projet et puis être assez clair et précis. Cette phase préliminaire, c'est aussi l'occasion d'entrevoir des partenariats. Le projet Onésime, il est assez exemplaire à ce niveau, puisque, outre le partenariat avec le ministère de la Justice, il y a aussi de nombreux autres partenariats établis, que ce soit par exemple avec le SECAR, qui est une ONG spécialiste dans les aspects agroécologiques, la Croix-Bleue pour tout ce qui est le volet addiction, et on a aussi la DDECI, qui est aussi une ONG locale sur la dignité et droits pour les enfants. Et du coup, une fois que vous avez fait tout ça, qui est-ce qui va mettre concrètement en œuvre le projet? Une fois que le projet il a été travaillé et validé ensemble, c'est en fait le partenaire local qui va se charger de la mise en œuvre. Ils peuvent nous contacter en tout temps s'ils font face à des imprévus ou des difficultés. Donc, on laisse une grande latitude dans leur gestion quotidienne du projet, mais on demande à être informé en cas de difficulté. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse réagir rapidement et réfléchir ensemble aux solutions. Pour tout ce qui est le suivi, au niveau local, ils vont faire des réunions de coordination, vérifier que les actions planifiées soient réalisées, récolter aussi les données nécessaires au renseignement des indicateurs. Et nous, à Chrysalide, on va les appuyer dans le suivi, aussi en demandant des rapports mensuels sur les activités du mois. Et pour les rapports financiers, on va les demander trimestriellement avec les justificatifs de dépenses. Et les fonds sont aussi envoyés trimestriellement suite en fait à la réception et à la vérification de ces rapports financiers. La collaboration entre notre partenaire local et nous se fait aussi, je dirais, au quotidien.
Il y a en tout cas rarement une semaine où on n'est pas en contact. On reçoit aussi souvent des photos. En fait, ce qui est important, c'est que l'échange soit vivant, ce qui permet aussi qu'on soit réellement à jour sur ce qui se passe sur place, en fait. Ensuite arrive la phase d'évaluation. Avant de se pencher sur le cas précis du projet de Chrysalide, j'ai demandé à Mickaël de nous expliquer en quelques mots à quoi sert l'évaluation d'un projet et aussi sur quoi elle se base. La coopération internationale est un peu deux aspects de l'évaluation. Il y a souvent un aspect de redevabilité, c'est-à-dire de rendre des comptes, notamment aux financeurs du projet. Et puis, il y a un aspect d'apprentissage, comment on peut progresser sur la qualité du projet, etc. Et après, on suit aussi les critères d'évaluation de l'OCDE, la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et puis la durabilité. Après, ça ne veut pas dire qu'une évaluation doit porter sur ces 6 critères en même temps. C'est plutôt de voir aussi ce qui a bloqué et ce qui, pour la suite, comment on peut améliorer les choses. Et du coup, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour mener cette évaluation ? Alors concrètement, donc on développe ce qu'on appelle des termes de référence. C'est un peu un cahier des charges pour l'évaluation, basé sur le focus de l'évaluation qu'on veut avoir. Donc là, c'est l'organisation elle-même qui produit ce document. Puis une fois que ce cadrage-là il est donné, il y a une recherche d'un évaluateur, une évaluatrice. Quand l'évaluation se met en place, donc il y a d'abord une revue documentaire, donc une analyse des documents produits dans le cadre du projet. Après, il y a toute une série d'entretiens, c'est-à-dire aller discuter avec les participants au projet, avec les différentes parties prenantes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du projet de Chrysalide maintenant, étant donné que tu as suivi son processus d'évaluation et que nous, on est plus au clair sur ce que c'est ? Je pense que le projet de Chrysalide, c'est un succès. Bon, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a probablement eu une bonne analyse de la situation, du contexte. Ensuite, il y a un partenaire local qui est un partenaire engagé depuis des années dans le travail au niveau des prisons, dans différents petits projets. Voilà, après, il y a un travail professionnel qui est réalisé. Donc, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est dû aussi aux recommandations de la FEDEVACO, de plus d'intégration entre les différents acteurs qui gravitent autour du projet. Et comment vous arrivez à estimer cette réussite ? Est-ce que vous la mesurez ? Alors, il y a un indicateur qui est suivi par le projet, qui est le taux de récidive de ces jeunes qui sont passés par le programme. Donc, il est extrêmement bas, je crois qu'il est à 3%. Puis après, l'impact qualitatif, on va dire, dans la vie de ces jeunes qui reprennent des études, qui reprennent une formation, qui sont embauchés. Et peut-être juste pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler des défis que ce projet a rencontrés ou pourrait encore rencontrer à l'avenir ? Il y a plusieurs défis. Un défi, c'est s'autofinancer, augmenter sa capacité d'autofinancement en tout cas, donc à travers des activités agricoles essentiellement. Un des enjeux pour le futur, c'est l'implication aussi au niveau financier de l'État dans le projet. Cet aspect de plaidoyer probablement entre le projet et le gouvernement à mettre en place. Merci beaucoup Laurence et merci beaucoup Mickaël pour vos interventions qui ont été très éclairantes. Et je ne sais pas vous, ce que vous en avez pensé, Léa, Lucie ? Oui, très intéressant, merci. On se rend bien compte de la charge de travail et de la complexité. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire plus simple ? Une fois de plus, c'est une question de choix. Bien sûr que certaines ONG ne font pas tout ce cheminement et mettent quand même en place des choses. Mais pour les fédérations cantonales, depuis plusieurs années, la volonté d'aider ne suffit pas. Il est essentiel de coopérer. Il faut être solide, convaincant et crédible. Pour les populations concernées, pour la pérennité, pour l'apprentissage réciproque et aussi par souci de qualité et de transparence vis-à-vis des partenaires financiers. Et alors pour la suite, quel est le programme ? Dans les prochains épisodes, on parlera du futur de la coopération internationale et des grands défis qu'elle doit relever pour s'adapter aux évolutions de nos sociétés. On expliquera des enjeux comme la décolonisation de l'aide et des imaginaires collectifs. Un beau programme qui nous attend. Tout à fait, mais pour ça, il faut partager le podcast. Alors n'hésitez pas à le faire autour de vous. On se réjouit de vous retrouver bientôt.